On a une vidéo, une présentation vidéo de Madame Sylvie Lambert. Alors, Madame Lambert est professeure adjointe à l'École des sciences infirmières Ingram et chercheure associée au Centre de recherche de St. Mary's. Elle nous parlera de l'utilisation des résultats rapportés par les patients dans la gestion des symptômes éprouvés par les femmes atteintes d'un cancer du sein. Alors, nous l'écoutons et par la suite, nous allons poursuivre une question-réponse via Zoom avec Madame Lambert. Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et d'avoir la chance de présenter l'utilisation des résultats rapportés par les patients, également appelés PRO, un incontournable pour une gestion personnalisée et efficace des symptômes éprouvés par les femmes avec un cancer du sein. Donc, nous savons que le cancer du sein et ses traitements peuvent causer de nombreux symptômes, autant que physiques que psychologiques, et que ceux-ci peuvent porter atteinte à la qualité de vie des femmes. Malheureusement, bon nombre de ces symptômes ne sont suffisamment pas reconnus et traités. Sur les courbes que vous voyez, la ligne orange représente le nombre de patients qui reportent un symptôme. Donc, la fatigue, on peut voir ici, la nausée, la diarrhée, la constipation. La ligne bleue représente le nombre de patients qui éprouvent ce même symptôme que les cliniciens ont reporté. En regardant les courbes, on peut faire trois constats. Premièrement, la courbe orange est toujours au-dessus de la courbe bleue, ce qui veut dire qu'il y a toujours plus de patients qui reportent éprouver ce symptôme que de cliniciens qui reportent de patients qui éprouvent ce même symptôme-là. Donc, il y a une sous-estimation des cliniciens des symptômes éprouvés. L'autre chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une différence grandissante pour certains symptômes entre la courbe orange et la courbe bleue. Donc, on remarque, par exemple, pour la fatigue, la nausée, peut-être des symptômes qu'on peut considérer plus subjectifs, qu'il faudrait vraiment demander aux patients comment ils vivent ce symptôme. Et le dernier constat à faire quand on regarde ces courbes, c'est qu'on remarque que les patients en général reportent le symptôme beaucoup plus tôt que ce qui est reporté par les cliniciens. Donc, cette sous-estimation des symptômes en milieu clinique, des symptômes éprouvés par les patients avec un cancer, peut être vraiment coûteux, à la fois non seulement à la qualité de vie des patients, mais aussi au système de santé. Donc, souvent, ces patients-là vont avoir plus recours à des visites à l'urgence, par exemple. Mais jusqu'à un certain point, ceci est évitable. Et la solution que notre équipe travaille, c'est d'utiliser les PRO ou les résultats rapportés par les patients. C'est-à-dire que vraiment, les patients nous disent eux-mêmes les symptômes qu'ils vivent. Les PRO est une mesure basée sur un rapport provenant directement du patient sur son état de santé, exemple de modification d'un clinicien. Donc, des fois, les cliniciens peuvent avoir une liste de symptômes qu'eux, ils veulent compléter. Ça, c'est correct, mais ce n'est pas un PRO. Un PRO vient vraiment du patient. Et souvent, les PRO vont inclure la qualité de vie, des symptômes physiques tels que la douleur, la fatigue et aussi des symptômes plus psychologiques tels que l'anxiété et la détresse. Et vu que ça vient du patient, on demande souvent de compléter des questionnaires, comme celui que vous voyez à l'écran en ce moment. Donc, ce questionnaire s'appelle l'échelle d'évaluation des symptômes d'Edmonton et demande aux patients de 0 à 10 quel est le niveau de douleur, quel est le niveau de fatigue, l'appétit, l'essoufflement. Donc, le patient peut encercler la réponse qui lui convient et en général, après ça, ces résultats-là sont acheminés ou communiqués aux cliniciens. Mais l'intégration des mesures de PRO en milieu clinique est beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce que dès qu'on décide de donner un questionnaire à une patiente pour nous dire, bon, mais comment vous vous sentez aujourd'hui, pour déterminer quel questionnaire, comment, est-ce que c'est en format papier ou est-ce qu'on le donne à travers une plateforme électronique, qui répond au questionnaire, à quel moment, à quelle fréquence, est-ce qu'il y a des services de disponibles. Souvent, quand j'approche des cliniciens ou des cliniques et je dis on pourrait peut-être implanter les PRO pour vous aider à détecter les symptômes vécus par vos patients, ils nous disent ouais, mais si on donne une mesure, disons par exemple sur l'anxiété, mais que je n'ai pas de psychologue disponible, qu'est-ce qui arrive? Donc, il y a quand même beaucoup de considérations à faire.
Donc, une des questions qu'on se fait souvent demander, c'est vaut-il vraiment la peine d'intégrer dans les soins en oncologie la collecte des PRO? Et la réponse est oui. Il y a beaucoup d'études faites sur les bienfaits de demander directement aux patients, en utilisant des questionnaires tels que montrés sur les diapositives précédentes, de demander aux patients de remplir ces questionnaires-là pour nous dire ce qu'ils vivent. Donc, ce qu'on retient des études, c'est qu'il y a plusieurs études qui convergent pour nous dire que donner un questionnaire aide à l'identification des symptômes les plus préoccupants pour les patients, pour un suivi ensuite par l'équipe de soins. Ce qui peut améliorer la communication entre le patient et l'équipe de soins, également à une plus grande satisfaction du patient à l'égard des soins reçus. Et également, les PRO facilitent une discussion plus ciblée des préoccupations, ce qui permet aussi de gagner du temps durant la consultation, durant le rendez-vous. On sait que les rendez-vous sont déjà courts, les symptômes sont complexes à essayer de déterminer, donc ça l'aide vraiment à cibler la conversation, identifier les symptômes et à gagner du temps. En plus des effets mentionnés sur la communication et la satisfaction, l'utilisation des PRO est associée aussi à une amélioration de la gestion des symptômes, incluant une détection précoce des symptômes et une réduction de la gravité. Puis, étant donné qu'il y a une meilleure gestion, on remarque aussi qu'il y a une meilleure qualité de vie qui en découle. Mais plus qu'on se rapproche du côté droit de la diapositive, moins qu'il y a d'études qui démontrent ces bienfaits. Mais il y en a quand même quelques-unes. Et plus récemment, quelques études ont démontré que lorsqu'on utilisait un questionnaire, tel que l'échelle d'Edmonton présentée sur les diapositives précédentes, cela peut mener à une utilisation moindre des services de santé et potentiellement aussi à une augmentation du taux de survie globale. Mais on a beaucoup moins d'études. Il faut quand même en avoir davantage avant de prendre vraiment ces conclusions-là de façon plus définitive. Ce qu'on retient aussi en ce moment des études, c'est qu'il y a 4 composantes clés à un programme de détection des PRO. La détection doit se faire de façon précoce, régulière et systématique à l'aide de questionnaires courts et standardisés, tels que celui que vous avez vu sur les diapositives précédentes. Toutefois, ce n'est pas le seul questionnaire. Il y en a d'autres, mais c'est celui qui, l'échelle d'Edmonton est définitivement celui qui est le plus utilisé en ce moment. Une fois qu'on a donné le questionnaire, il est rempli, il faut qu'il y ait une façon de communiquer les résultats aux cliniciens. Il faut que ça soit fait vraiment de façon très rapide, facilement interprétable. Moi, souvent, on me dit, tu as 5 minutes pour me dire c'est quoi les PRO que je dois adresser, c'est quoi les symptômes les plus préoccupants. Et souvent aussi, dans les données qu'on envoie ou dans les rapports sommaires qu'on peut envoyer aux cliniciens, on veut non seulement les PRO de cette journée-là, mais on veut aussi les tendances à long terme. Parce qu'il y a certains traitements, on s'attend à ce qu'il y ait certains symptômes. Mais ce qu'on s'attend aussi peut-être, c'est que dans une semaine, ce symptôme-là aurait diminué, peu importe les traitements. Donc, s'il n'a pas diminué, ben, il faudrait aussi que ça soit soulevé. Le troisième composant d'un programme de détection des PRO efficace, c'est avoir des alertes en temps réel et également des soins de suivi. Donc, non seulement des discussions avec le clinicien, peut-être des références vers des services plus spécialisés, mais on le sait aussi que si les symptômes sont légers ou modérés, que souvent d'avoir des ressources d'éducation ou des ressources d'autogestion, c'est très, très, très efficace. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'on travaille pour que les femmes avec un cancer du sein ont accès aux ressources qu'ils ont besoin, à l'information qu'ils ont besoin au bon moment pour vraiment les aider à gérer les symptômes avant qu'ils deviennent plus graves. Donc, on a beaucoup d'études qui nous disent, ouais, ben, ça vaut probablement la peine d'implanter en oncologie l'utilisation de mesures, un programme de détection des PRO. Mais souvent, ce qu'on me dit, c'est que oui, mais ces études-là sont très, très contrôlées. C'est fait dans le contexte d'essais randomisés contrôlés. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on arrive dans un contexte réel, une clinique où tout va vite, on n'a pas beaucoup de temps,
on a plusieurs groupes de patients, est-ce qu'on voit les mêmes résultats? Pour répondre à cette question, on peut se tourner vers deux autres provinces au Canada qui utilisent l'échelle d'Edmonton de façon routinière en oncologie. Ils l'ont donné à des centaines de milliers de patients. L'échelle d'Edmonton que vous pouvez voir ici sur la diapositive, et ce depuis 2007. Donc, ça va faire plus d'une décennie, ou ça fait plus d'une décennie. Ils ont publié jusqu'à date en Ontario 2 études pour démontrer l'impact de cette utilisation routinière de l'échelle d'Edmonton. Une des études est spécifiquement avec les femmes avec un cancer du sein. Et ce qu'ils remarquent, c'est que celles qui ont rempli l'échelle d'Edmonton, on semble avoir moins de visites à l'urgence que les femmes atteintes d'un cancer du sein qui n'ont pas complété l'échelle d'Edmonton. Donc ici, la différence entre la ligne pointillée, ça c'est les gens qui n'ont pas complété l'échelle d'Edmonton, versus la ligne pleine. Quant à l'impact sur la survie globale, ça semble aussi corroborer ce qu'on voit dans les différentes études. Ici, la différence entre la ligne noire et la ligne rouge, donc c'est le risque de mortalité. Donc, pour la ligne rouge, c'est plus bas. Mais encore, ce n'est une étude seulement, donc on attend de voir à travers différentes utilisations en contexte réel si on est capable de corroborer ces résultats-là. Puis au Québec aussi, on regarde différentes données aussi. Mais justement, qu'est-ce qu'on fait au Québec? Quand même beaucoup. Dans notre province, il y a eu un momentum qui a été créé en 2011 par le Programme québécois de cancérologie, leur publication des recommandations pour la détection de la détresse en utilisant l'échelle d'Edmonton que j'ai présentée précédemment et le thermomètre de la détresse. S'en est suivi de la mise en place de plusieurs programmes de détection des PRO en format papier lancés dans la province. Et aussi, plus récemment, quelques efforts isolés pour la détection électronique des PRO. En général, le programme qui est utilisé est un leadership de l'Ontario, mais il y a 3 centres de cancérologie qui ont participé au Québec. Et en 2017, il y a vraiment eu une reconnaissance du partenariat canadien contre le cancer de l'impact potentiel de collecter les PRO de façon soutenue et régulière. Ils ont lancé vraiment un programme de financement pan-canadien pour qu'il y ait vraiment une étendue très exhaustive des PRO en oncologie, d'où est né notre projet, le projet EMPACT. Donc, l'objectif de notre projet est de déployer à grande échelle un programme de détection et de gestion des symptômes pour les patients atteints d'un cancer, incluant les femmes avec un cancer du sein et leurs proches aidants à l'aide de plateformes électroniques. EMPACT n'est pas une plateforme électronique. Nous, on est du contenu qui peuvent être téléchargés sur la plateforme choisie par le centre. Donc, on est le contenu, mais pas le contenant. Et chaque centre a son propre contenant. On n'a pas un portail patient pour l'instant au Québec. Donc, chaque centre, pour l'instant, utilise une plateforme différente. C'est sûr qu'une plateforme électronique n'est pas une solution miracle, mais il y a plusieurs avantages qui font qu'on privilégie ce format-là. On sait qu'en général, c'est accepté par les patients. Pas tous, c'est sûr. Il faut toujours peut-être avoir le format papier de disponible, mais en général, les plateformes électroniques sont quand même bien acceptées ou compléter les questionnaires à l'aide de ces plateformes-là sont bien acceptés. Il y a une utilisation polyvalente. Les patients peuvent remplir les questionnaires lorsqu'ils sont à la maison ou peut-être dans la salle d'attente avant leur rendez-vous. C'est très efficace pour transférer les données aux cliniciens et aussi pour créer des alertes. Et éventuellement, on espère que ça pourra être facilement aussi intégrable au dossier médical électronique. EMPACT a été co-développé avec 49 cliniciens, gestionnaires, chercheurs, proches aidants à travers 7 centres au Québec et plus se rajoute, maintenant je pense qu'on est rendu à 9 centres. Et pour le co-développement, on a créé 5 groupes de travail. Et comme vous pouvez voir, je suis la seule aujourd'hui qui présente, mais j'ai une très grande équipe derrière moi qui ont fait que EMPACT était même possible parce que ça demande beaucoup d'investissement pour savoir quel questionnaire et quand, comment, pourquoi.
Sur cette diapositive, je vous donne un survol des différentes composantes du programme Impact. Sur une diapositive précédente, j'avais nommé 4 composantes qui étaient très importantes pour un programme de détection des PRO différents qui étaient bénéfiques. Donc, c'est ces 4 composantes que vous allez retrouver dans le programme Impact. Donc, le tout commence lorsque nous demandons aux patients de compléter les questionnaires à l'aide soit d'une application mobile, de leur tablette ou même de leur ordinateur. Encore là, ça dépend du centre et de la plateforme utilisée par les différents centres. Le questionnaire principal qu'on utilise, c'est l'échelle d'Edmonton que je vous ai présentée, parce que c'est l'échelle qui est le plus utilisée au Canada et c'est celle qu'on a le plus de données, à savoir un 4, est-ce que c'est important versus un 3 versus un 6. Donc, c'est l'échelle qui a été privilégiée, mais on utilise d'autres échelles complémentaires aussi parce que c'est sûr que cette échelle-là ne va pas détecter tous les symptômes, là. Ensuite, une fois les questionnaires complétés, il y a un rapport sommaire qui est envoyé au clinicien. Dans ce rapport sommaire-là, les symptômes sont classés comme étant légers, modérés ou sévères. S'il y a 2 symptômes modérés ou un symptôme sévère, une alerte clinique est déclenchée. Comment? Ça dépend encore là du centre. Des fois, c'est par courriel, des fois, c'est à même la plateforme électronique. Pour Impact, c'est vraiment important de mettre le patient au centre de la gestion de leurs symptômes. Donc, le patient a aussi un rapport sommaire. Ça, ce n'est pas routinier. Souvent, les programmes de détection pro vont envoyer un rapport sommaire au clinicien, mais le patient ne recevra pas ces données. Donc, pour nous, c'est les mêmes données, toutefois présentées de façon interprétable pour le patient. Et également, des ressources d'autogestion sont mises à la disposition du patient pour vraiment les aider à gérer les symptômes, surtout les symptômes légers et modérés. On sait que si vous avez la bonne information au bon moment pour gérer les symptômes, ça peut faire une très grande différence à savoir si le symptôme devient plus grave. Et on espère que, tout dépendant du centre encore, que le rapport sommaire pourra être déposé dans le dossier médical électronique. Toutes nos ressources sont disponibles sur notre site web. Même si votre centre n'utilise pas Impact, vous pouvez visiter notre site web. On vient juste de conclure un projet pilote en radio-oncologie avec 29 patients, dont plusieurs ou la grande majorité étaient des femmes avec un cancer du sein. Donc, notre projet pilote était au CUSUM et le projet Impact a été livré à l'aide de l'application mobile Opal et nous avons examiné l'acceptabilité, donc la satisfaction des femmes avec un cancer du sein par rapport à Impact, l'utilité perçue, la pertinence, mais aussi la faisabilité. Donc, le projet pilote a quand même duré 1 an parce qu'il a été lancé durant la COVID. Donc, il y a eu quand même plusieurs enjeux. Mais généralement, à chaque fois que la patiente avait un rendez-vous avec son radio-oncologue dans le département de radio-oncologie, on envoyait les mesures de PRO. Donc, en général, c'était à toutes les semaines. Et entre l'administration des mesures de PRO, on a eu des entretiens avec les participants pour voir ce qu'ils pensaient du programme. Donc, 29 participants ont été référés au programme, dont la grande majorité étaient des femmes avec un cancer du sein. 22 ont complété au moins une détection. Et en général, les participants complétaient 2 à 3 détections de PRO. Et je dirais que 18 des 22 participants qui ont complété au moins une détection et ont complété la majorité. Donc, c'était quand même très bien et ça pouvait aller jusqu'à 6 à 7 fois que quelqu'un était envoyé un questionnaire. Et il y a 2 cliniciens qui ont participé à notre étude pilote et on a complété 22 entrevues. Donc, plus d'entrevues, de premières entrevues que de deuxièmes entrevues. Donc, quand ça vient à la rétroaction par rapport au programme, en général, c'était très positif quand ça vient à la satisfaction. Pourquoi? Principalement parce que tout était centralisé et facile à trouver. Donc, sur l'application
Le participant recevait le questionnaire, ensuite recevait son rapport sommaire et avait accès à même l'application, toutes les ressources d'autogestion dont il ou elle avait besoin. Et elle, comme a dit une des participantes, elle a dit: «Je pense que la navigation est fantastique. Tout est au bout de mes doigts, à un clic. Ce qui est important, et ce n'est pas accablant. Je pense que c'est vraiment convivial». Donc, c'est vraiment d'avoir tout centralisé qu'on a besoin qui a vraiment contribué à la satisfaction. Quand ça vient au questionnaire, en général, ceux-ci étaient évalués comme étant pertinents et capturaient en général l'expérience des participants. Et aussi, les questionnaires étaient complétés principalement à la maison, avant le rendez-vous ou dans la salle d'attente. Quand ça vient à l'utilité, la plupart des participants nous ont dit qu'ils se sentaient très soutenus et que le programme était complémentaire aux soins et conseils reçus à la clinique. Et ça, je pense que c'est parce qu'on a vraiment développé le programme en complémentarité en collaboration avec les différentes équipes. Donc, comme une femme nous a dit: «Même si j'ai une bonne équipe de soutien, cela m'a aidé à savoir que je ne suis pas seule. Vous avez l'impression d'avoir quelqu'un avec vous tout au long du chemin, même si c'est virtuel». Autre utilité perçue était que ça réduisait l'anxiété liée à la prise en charge des symptômes. Donc, souvent, les gens nous disaient: «Je ne sais pas ce symptôme-là, je dois m'y attendre, je ne sais pas qui je dois appeler, à quel moment. Et si je fais mes propres recherches pour savoir comment je dois gérer ce symptôme-là, je ne sais pas si l'information est crédible». Donc, le fait de tout avoir au même endroit, de savoir qu'il y avait un lien de communication qui se créait avec l'équipe de soins, aidait vraiment à la réduction de cette anxiété-là. Et que c'était rassurant pour plusieurs participants de savoir que d'autres personnes vivaient la même chose. Par rapport à l'utilité, ce que les participants nous ont dit aussi, c'est que ça facilitait les conversations avec le médecin. Comme une participante nous a dit, le médecin était parfaitement au courant de ce que j'avais rapporté dans le questionnaire et j'ai pensé: «Wow, cela fonctionne très bien». Et en général, les participants trouvaient que ça optimisait le temps de rendez-vous. Les ressources d'autogestion étaient vraiment une pièce de résistance du programme selon les participants. Il n'y a rien qui va remplacer une discussion concernant les symptômes avec un clinicien, mais les ressources d'autogestion étaient quand même perçues comme étant crédibles, complètes, faciles à naviguer, que ça l'aidait de répondre aux questions et que ça l'aidait de développer un plan d'action pour savoir comment gérer les différents symptômes. Quand ça vient à l'utilisation des résultats avec le professionnel de la santé, les réponses étaient un peu mixtes au début, les rétroactions étaient mixtes, parce que c'est sûr que c'était nouveau et ça pouvait devenir frustrant si le clinicien ne disait pas au patient: «Ben, j'ai vu les résultats, tout est beau» ou «Non, on doit discuter de tel ou tel symptôme». Mais avec le temps et plus que tout le monde devenait habitué d'utiliser les PRO, ça s'est vraiment amélioré. Donc, en général, c'est devenu plus positif. Puis, le clinicien et les participants savaient là, que chacun avait vu les résultats, ce qui avait été complété et les discussions qui en sont suivies. Le rapport sommaire, en général, aussi était très, 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 très apprécié. Les participants trouvaient que ça leur donnait le sentiment d'être partie prenante et c'est exactement ce qu'on voulait faire, vraiment d'essayer que le patient se sente ou le participant se sente qu'il y a l'information qu'il ou elle a besoin pour prendre en charge ses symptômes. Et ça normalisait aussi les symptômes et c'était rassurant. Donc, si tous les symptômes étaient légers ou modérés, mais de savoir que c'était le cas ou que, que la gravité était moindre, c'était rassurant. Mais c'est sûr, comme je disais, ce n'est pas une solution miracle. Il y a eu quand même plusieurs problèmes à l'utilisation, différentes plateformes, différents problèmes. Un exemple ici d'une participante qui nous a dit: ben, quand j'ai commencé à utiliser l'application, j'avais 83 messages. Je me suis dit: oh mon Dieu, je me dirais la même chose. Donc, c'est des problèmes techniques qu'on travaille dessus, qu'on essaie de régler. Mais c'est sûr qu'il faut toujours travailler à l'intérieur des balises des différentes plateformes. Pour conclure ma présentation, je vais juste aussi partager avec vous les commentaires des cliniciens. Donc, les 2 cliniciens qui ont participé à notre projet. Depuis ce temps, on est rendu à plus de 8 cliniciens maintenant qui participent au projet, au CUSUM, et dans d'autres centres, ça s'en vient.
Donc, pour eux, il y avait aussi beaucoup, en général, la rétroaction était très positive. Il y avait plusieurs avantages. Les cliniciens nous disaient, durant les études randomisées pour les nouveaux traitements, souvent, on les a, les PRO, pour savoir c'est quoi la toxicité de ces nouveaux traitements-là. Mais souvent, quand les études finissent, ben, la collecte des PRO finit aussi. Mais de l'avoir en milieu clinique de façon routinière, je trouvais que c'était vraiment un système très puissant et complet. Ça favorisait les soins centrés sur le patient. Ça permettait vraiment de savoir qui a besoin de quoi, à quel moment. Et aussi que c'était bien intégré dans le processus de soins et le fait que c'était standardisé, ça l'aidait vraiment. Donc, il savait que c'était toujours les mêmes symptômes, les mêmes questions, les mêmes seuils de gravité qui étaient utilisés. Donc, ça facilitait l'implantation dans des cliniques qui sont très, très, très occupées. Et ça optimisait le temps de rendez-vous. Donc, on a quand même on est juste au début du projet Impact. Ça fait quand même depuis 2018 qu'on y travaille, mais c'est complexe à savoir le pourquoi, le comment. Donc, on continue notre déploiement progressif à travers différents centres partenaires. On essaie de déterminer le retour sur l'investissement de ces centres-là. On développe un module spécifique au cancer du sein. Et on continue aussi à développer des collaborations avec différents centres et on est en train de développer aussi un programme similaire, mais pour les proches aidants. Donc, demander aux proches aidants leurs symptômes, leurs préoccupations, leurs enjeux. Donc, merci encore énormément de l'invitation aujourd'hui. J'ai beaucoup d'équipes en arrière de moi aujourd'hui. C'est une grande équipe, une grande collaboration. Donc, merci à mes collaborateurs également. Vous pouvez nous suivre sur notre Facebook et j'aimerais aussi remercier les organismes subventionnaires qui nous aident avec Impact. Merci. Merci, Madame Lambert. Donc, Madame Lambert, elle est présentement avec nous via le Zoom. Bonjour, Madame Lambert. Bonjour, désolée de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Alors, je ne sais pas si ici, à Montréal, il y a une question dans la salle ou bien sinon, je ne sais pas si nos collègues à chez Koutimi auraient une question. Ben moi, j'en ai une. J'ai bien préparé des questions. Alors, quels sont les avantages d'offrir du matériel d'autogestion aux femmes qui suivent un traitement contre le cancer du sein, Madame Lambert? Merci pour la question. Mais on le sait que si les gens, surtout quand ça vient aux symptômes plus légers et modérés, on sait que si les gens ont accès à la bonne information et qu'ils peuvent vraiment développer un plan d'action pour gérer ce symptôme-là, il y a beaucoup d'études qui démontrent que ça peut vraiment avoir un impact sur le symptôme, sur la gravité du symptôme. Le problème, c'est que souvent, ces ressources d'autogestion-là ne sont pas disponibles ou ne sont pas standardisées. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé vraiment sur la bibliothèque santé qu'on a là à travers du programme. Mais merci beaucoup.